Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont... pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine, dans le Bas-Saint-Laurent, on vous invite à embarquer dans le covoiturage. À Victoriaville, les télévisions communautaires du Québec se réunissent pour leur congrès annuel. Au Mont-Hadstock, le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches tient un grand souper bénéfice. En Gaspésie, des randonnées en forêt pour cueillir prudemment les champignons sauvages. À Saint-Alphonse-Rodriguez, on visite le Centre d'interprétation du bonsaï. À Grande-Rivière, les jeunes de l'École secondaire du Littoral assistent à une conférence sur la naissance du cinéma. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à l'île aux Castors, à Berthierville, où l'on construit actuellement un ponceau de voies migratoires sous la route 158. Un reportage de Daniel Yvon de CTRB. Je suis en compagnie de Claudie Naissant. Bonjour Claudie. Bonjour. C'est marqué Canal Illimité Oui, bonjour. ici, responsable de chargé de projet pour un beau projet qui s'en vient ici. Très contente. Très contente, oui, Ouais. mais je pense que c'est exceptionnel et très motivant, très Absolument. innovateur. Absolument. Puis moi, le premier point qu'on va dire, c'est que les gens ici, quand on prend les ponts des îles, comme on Oui, dit, de Meurin oui. Saint-Ignace, on ne veut apparaître une affiche « Travaux sur la 158 avec les deux sens à partir du 14 octobre de la semaine prochaine ». Ce n'est pas des travaux du ministère des Transports, ça va être des travaux de Canard Illimité. Effectivement. Tu peux-tu me parler, premièrement, c'est quoi Canard Illimité? Moi, je le sais, mais dans tes termes, c'est encore mieux. Bien, Canard Limité, c'est un organisme à but non lucratif. On est au Québec depuis 1976. C'est une équipe multidisciplinaire, biologiste, technicien de la faune, géomatique, en administration, forestier. Bref, une géographe. On a vraiment une belle équipe dynamique. On a 3 volets sur lesquels on travaille particulièrement. C'est le volet géomatique, c'est-à-dire c'est la conservation la technologie des conservations. Cette équipe-là font de la cartographie de l'ensemble du Québec pour identifier les milieux humides puis pouvoir offrir des outils pour les gens qui vont prendre des décisions, comme les municipalités. On a aussi une équipe d'acquisition qui vont protéger les sites. Les sites qui sont déjà beaux comme ils sont, on peut les protéger lorsqu'un propriétaire a un intérêt. Puis il y a l'équipe de restauration qui est vouée à améliorer l'aspect d'un marais qui manque un petit peu d'amour, mais avec le temps, c'est un constat. L'utilisation des milieux humides, c'est une faune très diversifiée qui vont l'utiliser, que ce soit autant la faune la sauvagine, la faune aquatique, mais les amphibiens vont l'utiliser, les reptiles vont l'utiliser, les mammifères aussi, le remusqué, ils vont l'utiliser, le castor, on le voit beaucoup présent, et les poissons aussi qui vont venir frayer à même le marais pour pouvoir augmenter la productivité de ce milieu-là. On est conscient qu'on est proche du fleuve. Oui. Quand tu me parles d'écosystème aussi, on va parler que c'est bon pour nous aussi, là. Absolument. C'est quand même bon pour l'environnement. Si on n'a pas ces écosystèmes-là, on va avoir des problèmes un jour, là. On les compare souvent aux reins de la planète, puis je pense qu'on n'a plus besoin d'explications. Avec les changements climatiques, on réalise de plus en plus l'importance des milieux humides. Puis c'est important, puis je pense qu'il y a une action communautaire actuellement qui fait en sorte qu'on les protège de plus en plus, puis il faut en faire encore plus. Donc notre implication, elle est de classe, mais on sait que nos partenaires sont également impliqués, puis on l'apprécie beaucoup. Là, on va parler d'un projet innovant, exceptionnel, je pourrais dire, qui va se passer ici, justement, avec le premier pont des îles. Ici, on parle sur la route 158. Si on regarde, tu me montrais que Oui. ça va se passer ici. Vous avez l'ambitieux projet, parce que c'est quand même un Oui. projet ambitieux, de créer un tunnel pour favoriser le frayage des poissons. Donc, on parle de perches chaudes, de dorées, de brochettes, de d'autres choses. Peux-tu nous parler un petit peu de c'est quoi ce projet-là? Oui. Visuellement, on peut le voir. Actuellement, la route 158 crée un certain obstacle à la libre circulation du poisson. Il existe des petits ponceaux d'installés puis des aménagements qui sont faits, mais ils ne sont pas à leur maximum parce qu'on a seulement 1%
des poissons qui utilisent le territoire. Nous, on veut vraiment le bonifier le plus possible. Donc, ce qui va être mis en place, c'est un ponceau voie migratoire. C'est un ponceau de 32 mètres de long. 32 mètres de long. C'est gros, donc, ça, qui traverse complètement la route 158. Le diamètre, c'est de 2,7 mètres de diamètre. À l'intérieur, il va y avoir 13 seuils à différentes élévations qui va permettre le poisson de passer. Ah, il va y avoir des montées. Oui, il va y avoir des montées, comme une passe migratoire. Il va y avoir des montées entre les passes migratoires, entre les seuils. Il va y avoir des zones intermédiaires pour que les poissons se reposent avec un lit de granulométrie qui va ressembler à un lit de rivière. Donc, les poissons vont pouvoir partir du fleuve. Donc, le lien hydrique va être de nouveau accessible. Puis, le poisson va pouvoir passer du fleuve Saint-Laurent vers le marais. Un milieu stable, riche en invertébrés, un mouvement d'eau plus limité. Donc, les poissons vont pouvoir frayer, déposer leurs œufs. Le milieu stabilisé, les alevins vont pouvoir se développer. Puis, rendu à un certain stade, bien, ils vont pouvoir se retourner au fleuve, comme les géniteurs vont avoir retourné également au fleuve. Donc, notre projet ambitieux se fait particulièrement avec les gens du ministère de la Faune. Ces gens-là, c'est eux autres qui sont le fruit de cette expertise-là pour trouver la bonne élévation, le 7,5 cm entre les seuils. C'est eux autres qui ont l'expertise, puis on l'apprécie vraiment. On a positionné le ponceau dans l'axe naturel. Donc, il va être au centre du marais, qui est d'un côté de la route 158, puis au centre du marais de l'autre côté. Donc, le poisson, ça va être la voie naturelle. Puis, on va le voir, ça va être évident avec une photo aérienne ou avec un drone au printemps prochain que l'accessibilité, elle est facile à faire. Puis, les poissons, on n'aura pas besoin de leur donner une indication. Ils vont se rendre. Il va y avoir un mouvement d'eau, il va y avoir une attirance qui va être faite, fait que les poissons vont accéder là, vers ce milieu-là. C'est passionnant. Cet investissement-là, c'est un partenariat avec Canal Illimité et avec le ministère. Ça représente beaucoup de sous, là. C'est un projet de plus de 3 millions. Un des partenaires financiers importants, c'est la Fondation de la Faune du Québec, avec qui on travaille depuis bon nombre d'années, puis qui sont un partenaire précieux pour nous. Donc, c'est un projet majeur. C'est quelque chose qui était sur la table depuis bon nombre d'années. Et puis, on voit la réalisation maintenant. Donc, tout s'enligne pour bien aller dans le processus de réalisation. On est prêt pour l'accueil des fameuses sauvagines, des fameux canards qui s'en viennent. Ils vont trouver ça tout beau. Ils vont trouver qu'on prend soin d'eux. Absolument, parce qu'on va stabiliser le niveau d'eau. Déjà, le regroupement ici, la Serbie, protège vraiment bien le territoire. Il faut savoir que notre implication sur le site ici date de 87, lorsque les premières démarches de partenariat financier ont été mises en place pour permettre la Serbie de se porter acquéreur d'une partie des îles. Des îles de Berthier, puis dans ce secteur-ci. Et puis, par la suite, on a signé une entente avec eux autres pour protéger le milieu. Puis, dernièrement, on a amélioré aussi avec eux autres toutes les prairies humides pour permettre là, de rendre ça plus naturel, les parties qui étaient en zone inondable, alors qu'il y avait plus d'agriculture. Là, on a mis ça plus naturel. Fait que c'est un beau partenariat qu'on a avec eux. Bon, ben, on te remercie beaucoup. Ça fait fait faire plaisir. la présentation. On va suivre ça rondement. On va venir voir. Là, tu vas sûrement sur le terrain. Oui. Tout ça. Puis quand il y aura des étapes cruciales ou des choses, ben parle-nous-en, puis on va suivre les Ça va me faire évolutions du plaisir. projet. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent lance un service de covoiturage pour pallier au manque de transport collectif dans la région. Marc Baudouin, de la télévision de la Matapédia, nous explique comment cela fonctionne. On vous a annoncé dans les dernières semaines l'accessibilité à une nouvelle plateforme de covoiturage Embarque BSL. Peut-être que vous êtes allé visiter le site et pour vous aider à mieux l'utiliser et mieux le comprendre, je m'entretiens avec Mélodie Mondor, qui est directrice générale au collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Mélodie Mondor, bonjour. Bonjour, M. Baudouin. Bonjour, ça va bien? Oui, oui, très bien. Et vous? Oui, ça va très bien. Donc, on va parler de cette plateforme de covoiturage qui est super intéressante. Donc, c'est quoi au juste Embarque BSL? Donc, Embarque BSL, Embarque Bas-Saint-Laurent, est une plateforme de covoiturage qui vise à mettre en relation des personnes qui veulent offrir des covoiturages dans leur véhicule ainsi que des utilisateurs. Donc, c'est assez simple d'utilisation. Pour utiliser ce service, on se crée un compte sur la plateforme embarquebsl.ca. Et ensuite, on peut avoir accès à l'ensemble des offres de services. On peut offrir des services, on peut en recevoir. Donc, un coup que notre compte est créé,
on peut aller consulter des offres qui sont disponibles en ligne ou en mettre nous-mêmes en ligne pour d'autres utilisateurs. C'est un beau projet. Ça faisait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là avant qu'il puisse être actif? Ça fait un peu plus de 2 ans. Initialement, le projet a été mis en branle par les MRC du Bas-Saint-Laurent dans le cadre d'un projet régional des Alliances pour la solidarité. Donc, vraiment dans une perspective d'accès économique en lutte à la pauvreté. Puis par la suite, on a reçu un financement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, puisque ça vise la compétence en transport des MRC du Bas-Saint-Laurent. Donc, plusieurs partenaires sont présents. Évidemment, les MRC, les transporteurs des 8 territoires, également des organismes qui s'intéressent aux questions environnementales comme le Conseil régional de l'environnement, pour qui c'est un dossier de premier plan également. Donc, c'est vraiment un travail collectif qui a permis de mettre à l'échelle une initiative qui existait déjà dans la MRC de la Matanie, qui s'appelait le Web Covoiturage. Donc, on a étendu cette plateforme-là sous l'appellation Embarque Bas-Saint-Laurent aux 8 MRC du territoire. Fait que donc là, ça couvre tout le Bas-Saint-Laurent. Tous les gens qui sont, peu importe où sont dans le Bas-Saint-Laurent, peuvent utiliser la plateforme. Oui, l'objectif, c'est vraiment de venir couvrir des zones qui ne sont pas couvertes par le service de transport collectif actuel. Donc, si on veut se rendre d'une municipalité X à une autre, ou même à l'intérieur d'une même municipalité, on peut avoir accès à un service de transport pour lequel il n'y a pas d'autobus, par exemple, ou de taxibus qui sont disponibles sur le territoire. Ça permet aussi, il y a une visée, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est sociale, qui est d'accès économique. On le sait, nos modes de transport, le prix de l'essence, du carburant a monté beaucoup dans les dernières années. Donc, ça permet d'avoir accès à un service à faible coût. Puis aussi, quand c'est nous qui offrons le transport, bien, d'économiser aussi sur nos frais d'essence. Le prix est vraiment à la discrétion de la personne qui offre le service. Des fois, c'est gratuit. Il y a des gens qui offrent des covoiturages gratuits. Il y en a d'autres qui offrent un coût de partage d'essence ou un coût fixe. Donc, vous pouvez vraiment le voir en ligne quand vous allez consulter des offres. Lorsqu'on offre un service, ça peut être de façon ponctuelle, une fois comme ça, parce que je me rends d'un point A à un point B, mais ça peut aussi être sur une base régulière. Donc, vous pouvez dire, ben moi, le lundi, le mardi et le jeudi, je pars de Sébec jusqu'à Amqui, je fais l'aller-retour dans la journée, donc j'offre l'aller-retour à des heures fixes. Puis là, ben, ça permet de créer des maillages entre des usagers, des usageurs qui vont vraiment avoir plus d'habitude de fréquentation du service. Donc ça, c'est quelque chose qui distingue le service, par exemple, des Amigo Express de ce monde qu'on connaît qui sont plus ponctuels. Donc, les gens vont sur le site, mais est-ce que c'est quand même assez simple à utiliser, j'imagine? Absolument. Vous allez sur le site, vous allez voir, vous cliquez sur l'onglet « Chercher un trajet »,« Trouver un trajet ». Puis là, vous allez voir l'ensemble des offres qui sont disponibles. Vous pouvez entrer des municipalités ou des lieux précis pour voir qu'est-ce qui s'offre à proximité. Les déplacements se font toujours d'un lieu public à un autre lieu public par souci de sécurité. C'est vraiment dans les lieux publics seulement où on peut embarquer et débarquer des véhicules. Puis quand on met un lieu, bien, ça nous propose souvent celui qui est le plus près, pour lequel il y a du service. Donc, un coup que vous voyez l'offre, bien, vous allez voir la date, l'heure, la journée de la semaine, le nombre de places qui sont disponibles dans le véhicule également. Puis quand vous cliquez pour avoir accès au service, bien, ça envoie un message texto à la personne qui offre le service. Donc, c'est comme ça que le jumelage se fait. C'est très simple d'utilisation. Donc, comme on le dit, économiquement, ça nous permet d'avoir accès à faible coût, de faire des économies nous-mêmes lorsqu'on offre des trajets. D'un point de vue environnemental, bien évidemment, ça baisse le nombre de véhicules sur nos routes. On sait, on est une des régions où il y a le plus grand risque d'accident de la route au Québec. Ça a récemment été démontré dans un rapport de la santé publique. Pour ça, il faut qu'on diminue le nombre de véhicules sur la route, ce qui a également un impact très intéressant au niveau environnemental en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous mentionnez que le transport, c'est à la discrétion de la personne qui voyage les autres au niveau des frais. Mais pour s'inscrire, est-ce qu'il y a des frais pour les gens qui veulent s'inscrire sur le site?
Non, c'est tout à fait gratuit. C'est vraiment une initiative qui n'est pas à vocation commerciale. Ça a été mis en place, comme je vous le disais, par le monde municipal, donc les MRC, parce que c'est les MRC dans les différents territoires qui détiennent cette compétence-là en transport collectif de personnes. Puis on voulait vraiment mettre en place un service qui est tout à fait accessible, gratuit, donc aucun frais pour s'inscrire sur le site. Donc là, ça fait pas très longtemps que le site est en activité. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens d'inscrits jusqu'à maintenant? Oui, il y a eu une belle explosion du nombre d'inscriptions. On a déjà 75 offres qui sont disponibles sur le site actuellement, avec tout autant d'utilisateurs là, et de personnes qui ont adhéré au service. Également, dans les prochains mois, les prochaines semaines, il y a plusieurs activités qui visent à faire connaître le service qui vont être déployées sur le territoire, autant sur nos réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook Embarque BSL. Il y a différentes vidéos qui vont être diffusées sur les avantages de la plateforme, comment l'utiliser. Puis, il y a des présentations qui vont avoir lieu dans des lieux publics, par exemple les institutions d'enseignement, différentes entreprises. Donc, si vous souhaitez avoir ce type de présentation-là dans votre milieu de travail, vous pouvez contacter le collectif régional de développement pour avoir accès à ces informations-là, pour pouvoir les diffuser là, au sein de votre population, de vos employés, des usagers de certains services dans des organismes et des institutions également. Mélodie Mondor, merci beaucoup. C'était Ça me fait fort plaisir. agréable d'avoir plus d'informations sur cette plateforme. Bien, ça fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous rappelle que si vous cherchez du transport ou que vous voulez offrir du covoiturage, n'hésitez pas à utiliser la plateforme Embarque BSL. Notez bien l'adresse covoiturage.embarquebsl.ca. Une belle façon de vous déplacer collectivement et de façon éco-responsable. Marc Després de TV Métis a participé au congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et nous a préparé un reportage. Amélie Heinz, donc on est en ce moment, au moment de l'enregistrement, dans un congrès annuel pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Donc je pense qu'on peut parler, encore une fois, d'une bonne participation. Oui, absolument. C'était le 26e congrès cette année de la Fédération. Puis on est à Victoriaville, donc dans la même ville que les sièges sociaux de la Fédération. On est bien content de vous accueillir ici. Puis oui, une très bonne participation, à peu près 25 membres qui se sont déplacés pour le congrès cette année. Et il faut dire que cette année, on a réussi à se permettre 4 jours au lieu de 3. Oui, exactement. On s'est dit, bon, on va essayer de commencer ça peut-être le jeudi soir pour permettre aux gens qui veulent se déplacer en journée d'arriver la veille, puis commencer les activités vraiment le vendredi matin. On a commencé ça avec une visite des locaux de la télévision communautaire des Bois-Francs, tant qu'à être ici. Ils nous ont invités chez eux. C'était bien agréable. Ils nous ont reçus. Puis on a fait, l'autre changement, en fait, c'est de faire l'Assemblée générale annuelle un vendredi en fin de journée plutôt que le samedi. Comme ça, la journée de samedi était consacrée entièrement aux activités de formation pour les membres, suivi du gala, évidemment, là, en soirée. Et à ce moment-là aussi, cette année, bon, faut dire que les règlements généraux n'avaient pas été changés. Ça fait un bon bout de temps, faut dire. Donc, on en a profité. Là, on a eu, oui, l'Assemblée générale annuelle, mais une extraordinaire en même temps. Oui, exactement. Je pense que la dernière modification des règlements généraux avait lieu en 2016. Donc, on en a profité cette année. On a fait appel à un avocat spécialiste du droit associatif qui nous a aidés à faire une grande refonte là, pour revoir tout ce qui était nécessaire de revoir, s'ajuster aux nouvelles réalités, puis vraiment rendre tous nos règlements au goût du jour, puis beaucoup plus... tout ça fait beaucoup plus de sens pour nous, pour l'association, puis pour les membres. Donc, oui, ça a été un gros travail de fait, mais on est très, très heureux que ça soit maintenant complété. Et il y a eu quand même beaucoup de formations. Donc, on a parlé bénévolat, on a parlé d'intelligence artificielle, d'encouragement, comment gérer avec des employés et des bénévoles. Oui, c'est ça. Cette année, on n'avait pas nécessairement un thème en particulier sur lequel
tournait autour de toutes les activités. Fait qu'on est vraiment allé dans qu'est-ce qui avait été le plus important pour les membres cette année, qu'est-ce qui était ressorti le plus dans nos consultations. Donc, on a pu recevoir Marlène Fournier du RABQ qui est venue nous parler justement du bénévolat, de l'implication, du recrutement, puis de des attentes des bénévoles. Ce matin, on recevait la Factory qui a fait un grand atelier sur la créativité. Ça a été super intéressant de pouvoir travailler en groupe, en sous-groupe, sur comment amener notre créativité à être matérialisée dans chacune de nos organisations. C'était vraiment très intéressant. Puis, je pense qu'ils ont très bien adapté leur contenu à nos besoins, en s'informant à l'avance, en regardant ce que nos télévisions faisaient. Puis, je pense qu'on s'est fait des nouveaux fans. Et à ce moment-là, bon, lorsque l'on fait un bilan aussi, on remarque juste à côté de nous de nouveaux outils pour s'identifier, donc avec le thème de la télévision qui ose. Donc, comment on résumerait la dernière année? Une année qui a définitivement focusé sur mettre l'accent sur ce que font les télévisions et chercher à les faire connaître à l'extérieur des réseaux actuels. Donc, c'est pour ça qu'on a développé des nouveaux outils pour le grand public, pour aller vers les gens puis leur faire connaître la télévision communautaire, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils ont des télévisions sur leur territoire. Donc, ça va être ça l'objectif, là, cette année en particulier. On va mettre un gros blitz là-dessus. On va demander de l'aide de toutes nos télévisions pour embarquer avec nous, pour faire rayonner la télévision communautaire partout au Québec. Et déjà, on peut en glisser un petit mot. On invite fortement les gens à surveiller la date du 21 novembre prochain. Il va se passer quelque chose de spécial. Oui, exactement. Donc, ça va être la Journée mondiale de la télévision. Donc, il va y avoir des choses qui vont être annoncées bientôt. Puis, c'est ça, on va lancer une grande campagne. On aimerait beaucoup que tous les membres participent. Puis, c'est ça, on a hâte de faire découvrir ce que nos membres font. Puis, c'est pour ça qu'on a opté pour le slogan « La télévision qui ose ». Et à ce moment-là, comment se portent les télévisions communautaires autonomes du Québec présentement? Bien, après ce que j'ai vu de ce matin, côté créativité, c'est clair que c'est pas ça qui manque. Évidemment, bon, il y a toujours des enjeux de financement, ça changera pas, on continue à travailler là-dessus, mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Puis moi, j'étais quand même contente de voir ça, parce que c'est plate de focusser toujours sur le négatif. C'est le fun de voir aussi le positif. Puis, on a des télévisions extrêmement créatives qui sont passionnées. Puis ça, je suis extrêmement contente de le voir. Puis j'espère que le Congrès aura permis aux gens que ça aura permis de les motiver pour le reste de l'année. Parce que, bon, tout le monde est convaincu de l'importance ici des télévisions communautaires. Donc, on se doit de les garder vivantes et actives. Oui, exactement. Ben oui, c'est ça. Puis, le noyau de nos télés, ben c'est les travailleurs, c'est les bénévoles. Donc, je pense que c'est important de continuer à les soutenir. Puis nous, c'est ce qu'on veut faire aussi à la Fédération. Et on sait que, bon, en Gaspésie, il y a eu Cogeco qui s'est retiré de 2 télévisions communautaires dans l'année. Donc, on surveille tout ça parce que dans leur cas, je pense qu'il va y avoir des changements vers la fin du mois d'octobre probablement. Oui, exactement. Donc, une diffusion maintenant en direct avec TELUS. Ça devrait s'en venir bientôt. On a bien hâte de voir comment ça va se passer. Donc, oui, ça, c'est un dossier quand même qui s'est développé beaucoup depuis le printemps. On est bien heureux. C'est sûr que c'est long, mais c'est jamais simple, ce genre de processus-là. Des nouveaux partenariats qui sont mis en place, mais on est bien content là, que ça débouche finalement. Et qu'est-ce qu'on dirait là, aux différents partenaires avec qui on fait affaire? Bien, que honnêtement, qu'on a des télévisions communautaires qui sont prêtes à travailler, qui sont impliquées dans leur milieu, extrêmement dynamiques, qui sont présentes, puis qui veulent beaucoup, puis qui participent au développement des milieux, des territoires. Donc, c'est des organismes très importants. Donc, je n'hésiterai pas à leur dire de venir travailler avec nous. Et à ce moment-là aussi, bien, en termes d'information, là, c'est plus qu'essentiel parce que dans la grande majorité des cas, lorsqu'il n'y a pas de télévision communautaire qui se présente sur les points de presse ou pour couvrir les événements locaux, les autres médias souvent sont absents.
Oui, c'est ça. C'est sûr que nous, on a l'avantage d'être présents dans plusieurs territoires qui sont souvent désertés par les grands réseaux parce que le territoire du Québec, c'est quand même grand, on ne se le cachera pas. Donc, nous, on est présents. On est implantés dans les milieux, donc ça fait longtemps. Les gens ont confiance en nous. Donc, c'est clair que le service qu'on offre, on le fait bien. Puis, on est un des derniers bastions, effectivement, de la nouvelle, de l'information ultra-locale en particulier, qui a été délaissée par les grands réseaux, faute de moyens, faute de désir d'investir là-dedans. Donc, on est devenu un peu essentiel là, dans certains territoires, oui. Donc, on se souhaite longue vie. Absolument. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Grâce Houlet de TV-CRA était au souper bénéfice du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. On écoute son reportage. Depuis 2024, en fait. Donc, avant toute chose, j'aimerais souligner, dire un grand merci, en fait, à nos bénévoles. Il y a plus de 15 bénévoles ce soir présents dans le but de... Oui, on les applaudit, certainement. Merci. Donc, ils sont présents dans le but de vous faire rire, de vous accompagner, de répondre à vos questions, mais surtout aussi de faire briller leur amour pour la mission du Centre de pédiatrie. Et aussi mon incroyable, fantastique comité organisateur qui sont un peu répandus partout. Mais sincèrement, si vous devez remercier et applaudir des gens pour la soirée incroyable que vous allez passer, c'est eux. Sincèrement, on est tellement devenus une petite famille au cours des derniers mois. On s'est amusé, on a mangé, on a travaillé fort. Il y a Alain qui nous a fait découvrir plein de différents vins. Merci Alain. Mais surtout, j'ai découvert des gens tellement humains, formidables, intègres. Et je ne pourrais pas assez les remercier, en fait, pour tout l'amour qu'ils ont mis dans l'organisation de cet événement. Donc, merci encore. Et à vous tous ici présents, sincèrement, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes des réels acteurs de changement dans la vie des plus de 220 enfants qu'on accompagne en ce moment. Donc, merci énormément. Ça vaut tellement pour moi et mon équipe. Donc, vous pouvez vous applaudir aussi, vous-même. Et pour rappeler la mission du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches rapidement, donc on vient en soutien à l'épanouissement et au développement optimal des enfants de 0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité qui résident au niveau du territoire de la MRC des Appalaches et au niveau du Centre de services scolaires des Appalaches aussi. Et donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je pense à l'avenir de notre région, j'y vois vraiment des leaders positifs, des travailleurs honnêtes, des citoyens responsables et aussi des entreprises socialement responsables. Et je crois fermement que ça passe avant tout par la prise en charge dès maintenant de nos enfants qui en ont le plus de besoin, en démontrant à ces enfants que l'erreur est acceptée, qu'ils ont leur place dans ce monde, qu'ils ont le droit de s'instruire, de s'amuser, d'être protégés et de grandir en santé. Et c'est ce que le Centre de pédiatrie, en fait chaque jour. Donc, on donne une voix à l'enfant en faisant respecter ses droits pour que vos futurs travailleurs, votre futur voisin, vos futurs collègues de travail et les citoyens de la MRC soient des individus épanouis, capables de rêver, de créer, de contribuer aussi à une société qui est juste et bienveillante. Donc, nous investissons en fait aujourd'hui dans leur avenir pour pouvoir qu'ils soient des piliers en fait de demain. Mais en fait, je voulais simplement vous parler de l'importance de cette soirée, comme je vais le répéter, mais en fait, c'est la levée de fonds la plus importante du Centre de pédiatrie. Actuellement, notre modèle de financement est non optimal et est unique et diffère aussi des autres organismes. Donc, on ne reçoit malheureusement aucune subvention gouvernementale spécifique aux communautaires parce qu'en fait, on a une entente spécifique qui fait en sorte qu'on reçoit simplement 23 % de ce qu'on a de besoin. Donc, les 77 % on va les chercher auprès de chacun de vous par des levées de fonds, par des partenaires financiers. Et donc, c'est un défi qu'on relève chaque jour, mais ça, c'est grâce à vous. Et je voulais vous remercier encore pour ça. Et donc, le CPSA, en fait, a besoin plus que jamais de sa communauté, de grands donateurs aussi, souhaitant soutenir les enfants de notre région. Je vous encourage donc à être généreux, que ce soit par un don ponctuel ce soir, que ce soit en devenant un donateur annuel, en finançant un projet spécifique aussi au CPSA ou en participant à nos levées de fonds. Parce que ce que j'ai remarqué le plus de les habitants en fait, de la MRC des Appalaches, c'est qu'ils sont vraiment soudés, ils sont toujours là pour aider leurs prochains.
Et donc, nous devons encore nous allier aujourd'hui pour assurer l'avenir du CPSA et, en d'autres mots, l'avenir de nos enfants. Alors, bonsoir Anna, tu es la directrice du CPSA depuis le début de l'année. J'aimerais bien que tu nous dises quels ont été les défis auxquels tu as été rencontrée lorsque tu es arrivée par ici. Oui, donc c'est sûr que moi, j'ai déménagé complètement à Thetford. Donc, je viens de Sherbrooke. Donc ça a été quand même un défi au début de vraiment transporter ma vie ici. Mais bien sûr, je l'ai fait vraiment parce que je suis tombée en amour avec la cause, avec les enfants, avec l'équipe, avec nos bureaux, avec la population aussi. Donc, Donc ça a vraiment été, je pense, un bon défi. Ensuite de ça, bien sûr, il y a des défis quotidiens là, en tant que directrice d'une EBNL. Au niveau financier et tout, c'est sûr qu'on traverse tous des périodes difficiles économiquement. Donc, je dirais que c'est pas mal mes deux bons défis. OK, d'accord. C'est bien beau d'avoir relevé ces défis-là, de se déménager complètement. Mais comme tu le dis si bien, tu es tombé en amour de la cause, des enfants et tout. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu prévois d'apporter comme touche personnelle, peut-être comme touche particulière, peut-être en t'inspirant de ton expérience? Qu'est-ce que tu prévois d'apporter en plus de ce que tes prédécesseurs ont déjà fait? Oui, mais je vous dirais que comme vous pouvez voir, je suis assez jeune. Je pense que ça apporte beaucoup d'innovation. Je veux innover dans nos pratiques. Je veux qu'on puisse sortir out of the box, comme on dit, sortir de la boîte. Dans le but de vraiment venir justement rendre le CPSA encore plus loin, pas nécessairement au niveau du développement, mais vraiment optimiser nos opérations. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de bien. Aussi, bien sûr, j'ai dirigé de nombreuses équipes partout au travers le Québec. Donc, j'aime beaucoup être en proximité avec mes équipes. J'aime vraiment que ce soit des alliés, des collègues de travail. Et donc, je pense que je peux apporter aussi quelque chose de très humain dans mon travail, en fait. En tout cas, bravo et puis belle continuation à toi. Merci beaucoup. Alors, bonsoir Geneviève. Vous êtes la présidente d'honneur du CPSA et puis de l'organisation de cette belle cérémonie. Et je voudrais bien savoir quelles sont vos attentes. Déjà, bravo, c'est vraiment une très, très belle cérémonie. Le thème, il est vraiment waouh. Je voudrais savoir quelles sont vos attentes à la fin de cette soirée. Mes attentes sont simples. Ce que je veux, dans le fond, c'est que le Centre pédiatrique social des Appalaches rayonne de plus en plus, que ce soit par l'accès à des nouveaux services pour les enfants, que ce soit des nouveaux bénévoles, des nouveaux donateurs. Vous savez, il n'y a jamais de sous-aide. Toute aide est bonne. Alors, si ce soir, ça peut nous faire rayonner pour cogner aux portes des gens pour savoir qu'on existe et aider de plus en plus d'enfants, bien, ma mission sera accomplie. En tout cas, merci beaucoup et puis belle continuation à vous. Merci à vous. Bonne soirée. On compte plus de 3000 espèces de champignons sauvages au Québec et les activités de cueillette en forêt, organisées par le Club des mycologues amateurs de la Gaspésie, permet aux amateurs de champignons de cueillir en toute sécurité. Un reportage de Valérie Pinault de Télévague. Bonjour Isabelle. Bonjour. On est ici aujourd'hui pour une activité en forêt qui est offerte par votre club. Pouvez-vous nous le présenter, votre club? Oui, les mycologues amateurs de la Gaspésie. Donc, on a un organisme sans but lucratif. On est en opération depuis maintenant 4 ans. C'est notre 4e saison. Puis, on offre des rendez-vous, finalement, de cueillette et d'identification de champignons un peu partout maintenant en Gaspésie. Nos premières activités, la première année, étaient surtout concentrées dans la baie des Chaleurs, où il y avait les différents administrateurs du conseil d'administration. C'est là qu'ils étaient, les animateurs et tout. Puis maintenant, on offre des activités cette année dans, si je ne me trompe pas mal toutes les MRC de la Gaspésie. Donc, on avait des activités dans la baie des Chaleurs, bien sûr. Si je ne me trompe pas, 3 activités dans la baie des Chaleurs. On avait sinon une activité deux activités dans le Rocher-Percé. On a eu sinon une activité à Gaspé et 2 activités en Haute-Gaspésie. Comment ça se déroule, une activité de cueillette en forêt avec votre club? Oui, donc les membres arrivent, c'est tout le temps d'habitude les dimanches, de 9h à midi. Donc on se rejoint au point de rendez-vous, puis là on fait une introduction sur la récolte, les pratiques de récolte, une introduction rapide d'identification. Mais donc ici, on a un chapeau plus classique. Donc quand on part avec cette forme-là, la première chose qu'on doit regarder, c'est le dessous du chapeau. Donc on va regarder en dessous. Puis ici, on a déjà une information assez pertinente parce que le plus classique des champignons va avoir des lames.
Donc ça nous emmène quelque part où il faut travailler plus fort. Puis après, les gens vont sur le terrain, donc en sous-groupe, pour aller ramasser le plus possible de spécimens qu'ils retrouvent. Après, on met ces spécimens-là sur des tables d'identification et on les divise dans des grands groupes. Puis on passe groupe après groupe pour donner des caractéristiques d'identification, puis identifier les espèces qui s'y trouvent. Souvent, on a quand même une très grande diversité, donc on n'arrive pas tout le temps à nommer toutes les espèces, bien sûr, mais on donne beaucoup d'informations aux gens sur les espèces qu'on peut retrouver. Il y a combien d'espèces de champignons environ au Québec? En ce moment, il y en a environ 3000 répertoriés. Puis là-dessus, ça serait quoi le ratio qui serait comestible? Ça serait difficile à dire, mais j'ai lu une étude qui était un peu datée, mais dans les faits, il y avait 1000 espèces connues, répertoriées, et ils identifiaient 23 % de ces espèces qui étaient comestibles. Auriez-vous un conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait débuter à récolter des champignons? Ben oui, s'inscrire à des clubs de mycologie et venir aux sorties. On apprend beaucoup sur le terrain avec des gens qui s'y connaissent. Ensuite, se procurer un bon guide pour débuter avec la cueillette des champignons. Plus spécifiquement ici, pour la cueillette des champignons dans la forêt boréale, parce que ça nous aide à préciser notre recherche. C'est quoi qui se passe au grand rendez-vous myco-gastronomique à New Richmond que vous organisez? Oui, donc c'est une fois par année, c'est tout le temps en septembre ce rendez-vous. C'est encore une fois une demi-journée, donc sur la même formule habituelle de demi-journée. On a encore la récolte, puis les tables d'identification. On invite chaque année une personne qui est très spécialisée, qui vient d'un autre club. Ça fait 2 ans qu'on invite Jessica Gauvin, qui est la présidente du club de mycologie du Nouveau-Brunswick. Donc celle qui a démarré ce club, c'est la présidente. Donc ça fait 2 ans qu'elle vient nous aider. Puis on a aussi les spécialistes de notre groupe aussi qui sont présents. Et on a des chefs, d'où le gastronomique. Donc, on a des chefs de la Gaspésie qui viennent sur place, des chefs de différents endroits à Gaspésie, et ils offrent des bouchées. Donc, vraiment, ils cuisinent d'avance une bouchée avec des champignons. Parfois, c'est des salades froides. D'autres fois, ça peut être des galettes à base de champignons. On a déjà eu... donc, il y a plusieurs différents plats là, qui peuvent être offerts. C'est au choix du chef, avec un champignon, bien sûr, forestier qu'on retrouve en Gaspésie. Puis, les participants peuvent déguster donc ces bouchées et aussi les chefs donnent des conseils sur comment apprêter les champignons. Donc, ils partagent un petit peu quelques conseils de leurs recettes, ce qui permet par la suite aux gens de pouvoir les cuisiner chez eux par après. Pour participer à vos activités, est-ce qu'il faut être membre du club? Oui, tout à fait. Donc, pour participer à nos activités, il faut être membre. Comment ça fonctionne pour l'adhésion? C'est une adhésion qui est annuelle. Donc, l'adhésion commence normalement lorsque la saison de récolte commence, lorsqu'on a notre première activité. On va avoir souvent nos premières adhésions à ce moment. Puis, les adhésions, finalement, peuvent être payées lors de la première activité, lors de la première participation. Puis, par la suite, toutes les autres participations durant l'été sont finalement comprises dans le prix de l'adhésion. Donc, supposons que quelqu'un participe à toutes nos activités. Cette année, c'était 10 activités. Donc, c'est 10 activités pour le prix de l'adhésion. Ça peut être juste une sortie, 2 sorties. Ça dépend vraiment au choix. Donc, c'est une adhésion. Il y a une adhésion individuelle, il y a des adhésions familiales. On a maintenant aussi l'adhésion étudiante qui offre un prix étudiant à notre adhésion. L'adhésion comprend aussi des conférences durant l'hiver qui sont des conférences à distance. Donc, ça nous permet de se tenir à jour. Ça pique aussi la curiosité sur certains sujets. Donc, d'en apprendre un petit peu plus. C'est des conférences qui sont habituellement organisées par la Fédération québécoise des groupes de mycologues. Vous avez une belle page Facebook aussi. Tout à fait. Oui, merci. On a en fait une page Facebook qui est Mycologie Gaspésie. Puis on a également aussi une page Facebook des mycologues amateurs de la Gaspésie. Donc, c'est 2 pages Facebook qui se rejoignent, je dirais, beaucoup dans nos activités. On a également un site Internet aussi, mycologue amateur de la Gaspésie. Ça se trouve assez vite si vous tapez mycologue amateur de la Gaspésie. Sur le site, vous allez trouver entre autres aussi la fiche d'inscription. Donc, si vous voulez vous inscrire au club avant, par exemple, la première sortie, vous pouvez aller sur la page. On partage aussi, lorsqu'on partage nos événements, c'est tout le temps sur les pages Facebook, les événements. Puis, il y a le lien vers le formulaire d'adhésion, entre autres, pour participer à une première activité, là. On espère bien vous retrouver en grand nombre lors de nos sorties l'année prochaine. Donc, là, notre saison tire à sa fin. Donc, on espère vous trouver en grand nombre, puis pour récolter et découvrir des champignons avec vous.
Pierrette Jubinville de CTB-TV s'est rendue à Saint-Alphonse-Rodriguez rencontrer des passionnés du bonsaï au Centre d'interprétation du bonsaï. Je suis en compagnie de M. Robert Smith et de Mme Suzanne Piché, les propriétaires de la pépinière. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Très bien. Oui, contente de venir visiter votre lieu enchanteur. Et on ajoute aussi qu'il y a Michael, qui est un de vos employés, qui est spécialisé, vous allez tous les trois nous donner un petit peu une idée de qu'est-ce qu'il y en est ici. Fait que je vous laisse la parole afin qu'on puisse connaître comment vous avez commencé cette belle passion. Bon, premièrement, on va essayer d'éclaircir le nom. Bonsaï Gros Bec. Pourquoi Bonsaï Gros Bec? C'est parce qu'au tout début, je m'orientais à faire des plantes et des arbustes qui attirent les oiseaux. J'étais un passionné de l'ornithologie. Et puis ici, il y avait énormément de gros becs errants. Donc, on s'appelait au début la pépinière du gros bec errant. Et suite à un cours au Jardin botanique de Montréal, j'ai changé complètement. J'ai dit, wow, c'est des bonsaïs que je veux faire, suite à un cours de M. Louis-Philippe Coiteux. Donc, on a gardé le nom Gros Bec pour faire maintenant Bonsaï Gros Bec. Maintenant, la pépinière existe depuis 1995. Et on a ici une première serre qu'on a construite à l'époque. Et par ça, on a rajouté 2 ou 3 autres serres par la suite. Vous avez quand même des employés aussi avec vous? Oui, avec moi, j'ai Michael. Et puis, j'ai Mirko, tantôt qu'on va aller voir, qui est en charge du jardin Feng Shui. OK, puis on a votre épouse qui est à un autre côté, qui a produit, je pense, c'est la comptabilité, tout ce qui est derrière chaque homme, en fin de compte. En effet, moi, j'aime beaucoup les petites plantes. On appelle ça des petits mamis. C'est des petites plantes d'accompagnement que j'adore faire. Alors, moi, c'est plus ma spécialité, les petites plantes. On va faire un tour du jardin. On est devant un bonsaï. Je ne sais pas c'est quoi la variété de celui-ci. Bon, vous êtes présentement devant un bonsaï. C'est un pin gris du Québec, qui a été cueilli à Kamouraska sur les montagnes. Et là, vous tombez vraiment dans le type de bonsaï que j'aime. Un bonsaï, c'est composé... Moi, j'ai été 3 fois en Chine pour apprendre comment était la philosophie en arrière des bonsaïs. Un bonsaï, c'est composé naturellement, comme tous les éléments, de yin et de yang. Si on parle de yin, le côté plutôt des caractéristiques féminines, on va parler du bois mort, on va parler des racines. Si on veut parler du yang, on va parler du feuillage qui se bat dans la nature pour gagner sur les autres. Ça, c'est yang. Ça, c'est typiquement des attributs masculins. Donc, il faut arriver à créer un équilibre, une harmonie entre les 2 éléments. Cet arbre-là, il y a une très belle harmonie parce que son côté vigoureux est vraiment affirmatif et son côté aussi intérieur. On voit très bien le vécu de cet arbre-là. On voit très bien le chari qu'on appelle. On voit aussi les racines, le nébari qui est aussi apparent. Donc, c'est une œuvre que je suis très, très fier. C'est un arbre qui a plus de 150 ans et qui vient du Québec. On a à côté ici une forêt de mélèze. Elle aussi est issue de cueillettes dans la nature et a été cueillie dans la région de Sept-Îles. Donc, ces arbres-là, ça fait au-dessus de 25 ans qu'ils sont sur ce plateau-là et ça représente une forêt. Dans le terme japonais, c'est yoeiyuze et le pin, c'est un fukinagashi, la forme. Est-ce que l'hiver, est-ce qu'ils restent ici ou si vous les rentrez? Bon, l'hiver, il ne faut pas les épargner. C'est-à-dire les arbres ont besoin d'une dormance. Okay. Et comme c'est des arbres qui ont vécu dans des situations très dures, donc sur la côte nord ou en haut des montagnes, il faut leur créer à peu près le même climat. Donc, ils sont sous des tables, enterrés avec de la neige et passent l'hiver là, sans aucune autre protection. Ah oui. Parce que c'est des Québécois qui sont faits forts. Oui. Il y a quand même une odeur particulière qui se dégage. Oui, chaque arbre a son odeur, effectivement. Chaque arbre a son chi, son énergie vitale. C'est pour ça que les Chinois adoraient. C'est les premiers à cueillir des arbres dans la nature parce qu'ils disaient que ces arbres-là, étant donné qu'ils sont très, très vieux, ils ont un chi, une énergie de vigueur très, très forte. Donc, ils les apportaient chez eux. Et là, ils les mettaient dans la cour et ils disaient que de toute la famille, s'ils en prenaient soin, ils communiqueraient ce chi-là, cette énergie-là. La base là, de votre pot, c'est la terre qu'il y avait autour de l'arbre quand vous avez
pris ça, il y avait quand même une partie, vous avez arraché comme une partie aussi. Oui, on a enlevé certainement. Non, il y avait beaucoup plus de racines que ça. Et c'est après 10 ans de travail qu'on a pu réduire le système racinaire pour arriver à avoir juste des petites radicelles en entour du tronc. Mais quand on va cueillir un arbre, on ne le prend pas et on le met dans le pot. Non, non. Non, il y a un cheminement de 5 ans avant dans des boîtes de bois pour refaire les racines. Et après ça, bien, tranquillement, on l'introduit dans un... Vous avez une très, très belle passion. Moi, ça se dégage. C'est vraiment Mais est-ce que ça va continuer à grossir un peu, ça? Non. Moi, je trouve qu'actuellement, parce que là, il y a un équilibre, c'est-à-dire que dans les règles du bonsaï, l'épaisseur du pot doit correspondre au diamètre du tronc. Ah, OK. Donc, on a l'équilibre entre le tronc et le pot. Tout simplement, c'est comme c'est un pin et c'est à croissance assez lente, à toutes les 4-5 ans, je vais le sortir du pot, je vais couper un tiers des racines, puis je vais la remettre dans le pot. Ah, dans le même pot? Dans le même pot. Donc, je vais tout le temps être dans le même pot, puis pour empêcher la croissance du feuillage, bien là, on va pincer les chandelles à tous les printemps pour empêcher qu'ils deviennent trop gros. Donc, si on coupe là, puis on coupe là, on va le garder dans cette dimension-là pour des siècles. Est-ce que c'est la même chose pour l'autre à côté aussi? C'est la même chose. Ici, qu'est-ce qui va être différent? C'est que pendant tout l'été, on va enlever les nouvelles pousses, comme ça avec le pouce puis l'index, pour empêcher sa croissance. Comme ça, ici, voyez-vous, c'est rendu trop long. OK. Donc ça, on va y aller aussi. le tailler? On va le tailler. Parce que lui ici, je veux pas qu'il prenne plus d'ampleur. Je veux le garder dans cette dimension-là. Parce qu'il est en équilibre, il est en harmonie. Ah, c'est vraiment joli, hein? Oui, et ça, c'est vraiment typiquement inspiré des Chinois. C'est-à-dire que pour la Chine, il y a le confucianisme. Dans le confucianisme, il y a l'empereur. Et quand on a fait une forêt, il y a un empereur. Okay. Ça, c'est l'empereur qui est plus grand que tous les autres arbres. Okay. Il y a l'impératrice qui est juste à côté, puis il y a toute sa famille en entour. C'est comme les humains? C'est comme les humains. Comme dans la nature. Dans la nature, il y a tout le temps un arbre plus grand que les autres. C'est l'empereur. On poursuit? Bien là, je vais vous présenter un arbre dont je suis très fier, un Thuya occidentalis, communément appelé un cèdre. Donc, un arbre qui était cueilli encore là dans la forêt. Et la particularité qu'il a, c'est qu'il a un grand chari. Ça ici, tout le bois mort, qui a été sculpté dans le duramen. Dans le duramen de l'arbre, c'est le centre de l'arbre. Il n'y a pas de sève qui circule là. Ça va circuler juste sous l'écorce. Et on a gardé des lignes de vie pour nourrir le feuillage en sève brute et devenir de la sève élaborée et redescendre dans les racines. Vous avez vraiment un spécimen qui correspond aux règles du bonsaï. La première règle du bonsaï, c'est qu'on doit avoir une direction qui est donnée par cette branche-là. C'est la branche de direction. C'est l'empereur qui dit on s'en va par là-bas. Vous avez la branche d'équilibre qui est sur l'autre côté et vous avez la branche arrière qui crée la profondeur étant donné c'est tridimensionnel. Et finalement, toutes les bonsaïs ont une forme triangulaire. Alors que nous vivons dans un monde rempli d'images électroniques et d'écrans, les élèves de l'école secondaire du Littoral à Grande-Rivière ont assisté à une conférence sur les débuts du cinéma. Un reportage de Jean-Denis Laperrière de TVRP. Le Festival des Perséides présentait une conférence intitulée « La naissance du cinéma » qui nous permet de découvrir les machines et les personnages aux origines du cinéma. De la lanterne magique aux premières images en mouvement, Martin Châteauvert, consultant technique et collectionneur, nous présente cette conférence en compagnie d'Adeline Rognon, une artiste en art visuel. Nous les rencontrons, ainsi que le directeur général et artistique du festival Les Perséides, François Cormier, de même que le technicien en loisirs de l'école secondaire du Littoral, Gabriel Poirier, dont ses étudiants ont assisté à cette conférence le 23 septembre dernier. Cette conférence-là, vous l'avez déjà présentée au grand public, mais cette fois, vous la présentez à des jeunes du secondaire. Pourquoi cette initiative? Bien, écoute, cette présentation, ça s'appelle « La naissance du cinéma » et c'est l'histoire du cinéma en même temps que Martin Châteauvert et Adeline Rognon qui sont venus présenter toute cette projection avec des équipements anciens du cinéma. Je pense que ça fait partie de l'éducation cinématographique et aussi de comprendre d'où vient le cinéma, parce qu'aujourd'hui, dans un monde où on est inondé d'images sur toutes les plateformes, sur tous les outils de communication qu'on a
entre les mains. Je pense que c'est important de revenir un peu au début du cinéma et de voir comment à cette époque-là, on parle vraiment là, tu sais, du siècle passé, de voir comment les images ont influencé la création, puis des premiers projecteurs de films. On parle de lanternes magiques, on parle d'images dessinées qu'on projetait pour faire animer sur un écran qui impressionnait déjà le monde à l'époque. Donc, je pense que les jeunes du secondaire sont d'autant plus concernés pour comprendre un peu aussi le monde du cinéma aujourd'hui. Fait que c'est tout simplement pour ça. On a proposé à l'école littorale secondaire de Grande-Rivière de venir ce matin ici au Centre d'art de Percé pour cette présentation et ils ont tout de suite ouvert, très intéressés, l'animateur culturel Gabriel. Donc, on est très heureux vraiment de les accueillir et aussi ça les sensibilise au lieu, à la salle de cinéma ici, puis au Festival des Perséides, bien sûr, que nous, on présente maintenant depuis 16 ans à Percé. Martin Châteauvert, je viens de Montréal pour faire une conférence sur l'histoire du cinéma, sur les premières techniques du début de la préhistoire du cinéma jusqu'au cinéma des premiers temps. Donc, cette conférence, qu'est-ce qu'elle va aborder? En fait, on va aborder vraiment non seulement les débuts du cinéma, mais tout ce qui est venu avant l'invention du cinéma. Donc, les premiers, ce qu'on appelle les jouets optiques, la première capture de mouvement, les premières projections sur plaque de verre avec des lanternes magiques, qui se trouve être l'ancêtre des projecteurs diapo. Ensuite, on va aborder les premiers créateurs d'appareils cinématographiques. On va finir avec les Frères Lumière. Je vais présenter à l'aide de cet appareil qui est à côté de moi les premiers films des Frères Lumière. Ensuite, on va présenter des films de Georges Méliès. Et vous avez emmené de l'équipement avec vous, peut-être nous les présenter? Oui. À côté de moi, on a un projecteur 35 mm français de la marque Pathé qui date de 1908. Derrière moi, on a une lanterne magique britannique qui date de 1860. Et puis au fond derrière, on a un projecteur 16 mm qu'on retrouvait plus couramment dans les écoles à notre époque à nous. C'est quoi qu'on veut dire par lanterne magique? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce que, bon, la première et la dernière que vous venez de nous nommer, c'est la bobine. Celle-là, ça se trouve être quoi? La lanterne magique, en fait, c'était comme c'était avant le cinéma et avant la photographie. Donc, c'était des images qui étaient peintes sur des plaques de verre et qui étaient projetées à l'aide de la lanterne magique, qui est un gros projecteur avec une lentille. Et puis, on mettait la plaque de verre à l'intérieur et on projetait ça sur l'écran. On pouvait raconter des histoires. Souvent, tu avais ce qu'on appelle un bonimenteur qui racontait l'histoire pendant que les projectionnistes changeaient les images. Tu avais des fois des bruiteurs, un musicien qui venait accompagner tout ça. On remonte assez loin. Vous avez même apporté, ça, je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais comme du image par image, on pourrait dire. Oui, l'appareil derrière, c'est pas une antiquité, celle-là, par contre, c'est une réplique, mais ça s'appelle un mythoscope. C'est vraiment l'ancêtre du dessin animé. Donc, c'est tous des cartons, les images sont dessinées sur des cartons, un par un, puis quand on tourne la manivelle, on voit apparaître le film qui bouge. Ça remonte à quelle époque, on pourrait dire, le début de ça? Les premiers mythoscopes remontent à 1894, 1895. C'est une technologie qui s'est superposée à la création du cinéma parce que celui qui a inventé le mythoscope, qui s'appelle William Dixon, travaillait avec Thomas Edison sur la création du premier projecteur ou de la première caméra. Mais lui, il n'aimait pas la qualité d'image de l'appareil du kinétoscope d'Edison. Donc, il est parti de son côté, puis il a fondé la Mythoscope Company, qui, pour lui, il trouvait ça plus beau parce que les images étaient beaucoup plus grandes, donc la qualité d'image était meilleure. Et ces appareils-là étaient généralement en fonte et ils étaient installés sur les bordures de plage, sur les terrasses des cafés, des restaurants. Puis on mettait une scène noire, puis on pouvait voir défiler les films. Donc, ce mythoscope, ça, c'est l'appareil. Les images, c'est, comme vous l'avez dit, c'est vous qui les avez faites. Combien il y a d'images et qu'est-ce que ça représente?
Alors, on a 68 images qui défilent recto-verso et ça représente quelque chose de totalement autobiographique qui pourrait l'être pour n'importe qui. C'est quelqu'un qui marche dans la neige et qui se casse la figure. Et puis au loin, on voit une vieille personne qui marche dans le brouillard et en bas, on a quelqu'un qui attend son autobus. Donc, finalement, c'est quand même assez complexe. Et tout est peint à la main, il y a un fond gris et puis en pochoir, les figures sont faites de façon à être reproduites et animées. Et puis tous les petits flocons de neige sont faits un par un à la main sur les 68 images pour donner ce petit film qui est comme un gif à manivelle finalement. Donc des images qui roulent à l'infini tant qu'on tourne la manivelle. Puis on peut aussi faire un arrêt sur image. Combien de temps ça vous a pris pour faire toutes ces images? Ben, on en a fait une série. C'est long, c'est des heures de travail. Je suis pas payée à l'heure, donc j'ai pas compté. Ouais, quand on est artiste, en fait, on compte pas nos heures. Hein. On travaille. Puis c'est les années de métier. On a des années de métier, et puis il y a des choses qu'on va faire rapidement, d'autres moins rapidement. C'est sûr que les 64 feuilles, il a fallu les peindre, faire les fonds, donc une coupe d'heures, quelques journées de boulot, quoi. Gabriel Poirier, technicien en loisirs à l'École secondaire du Littoral, donne son avis sur la présentation et partage les impressions de ses étudiants qui ont trouvé la conférence particulièrement enrichissante. Bonjour. En fait, l'activité à laquelle on vient d'assister, la naissance du cinéma, quelque chose de vraiment intéressant de voir d'où c'est parti, tout cet art-là. Beaucoup d'apprentissage, surtout au niveau des jeunes, de comprendre une image par image ou juste une petite photo, puis que les gens payaient pour voir ça. Des fois, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de s'imaginer pour ces jeunes-là qui sont nés dans cette technologie-là, 3D et tout ça. Puis ça amène à réfléchir les gens payaient pour aller voir un film qui dure 30 secondes, de juste des images qui filent, pas de son, noir et blanc, puis de voir aujourd'hui ce qu'on est rendu, c'était vraiment intéressant. Surtout de voir, comme tu dis, ils sont nés dans le 3D, tout ça. Dans le fond, eux autres, c'est juste ce qui est numérique qu'ils connaissent. Là, de voir d'où ça vient, tout ça. Aussi. Oui, exact, c'est ça. C'est de juste se mettre à l'idée comment c'est différent puis comment on a évolué aujourd'hui en 2024, on est vraiment ailleurs. Mais c'était le fun pour eux autres d'apprendre cet art-là, d'où ça vient. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant de pouvoir faire quelque chose à l'école qui tournerait autour du cinéma? C'est sûr que oui, faire un art au niveau du cinéma, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Même le théâtre, tout ce qu'on essaie aussi, qui est un peu, on va dire, un cousin éloigné du cinéma. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire dans les écoles au niveau du cinéma pour les rendre plus au courant, les rendre plus intéressés au niveau de ce art-là. Merci. C'est dans la mission des Perséides d'offrir une expérience culturelle en art visuel au public et permettre la médiation culturelle avec les artistes et artisans de ce domaine. Il est essentiel de transmettre ces savoirs et ces rencontres aux jeunes générations afin de les sensibiliser à l'art, de nourrir leur curiosité et d'enrichir leur regard sur le monde qui les entoure. Bien, le Centre d'art de Percé, oui. Il faut mentionner que c'est un lieu mythique à Percé qui a été fondateur pour la culture en Gaspésie. Suzanne Guité, en 1952, avait transformé cette grange, qui a toute une histoire aussi, en Centre d'art de Percé, qui est devenu fondateur même pour la culture en Gaspésie, parce qu'il y avait du théâtre, il y avait des arts visuels et il y avait aussi du cinéma. Déjà, à l'époque, il y avait une petite salle de cinéma où on présentait des films d'auteurs, donc des courts-métrages, des longs-métrages avec de la médiation culturelle. Donc, ça initiait le public, les jeunes, vraiment aux arts de l'image aussi. Et c'est un peu notre mission. Nous, depuis 2019, maintenant, on a un peu repris le bâtiment avec son histoire, le Centre d'art de Percé, et on fait revivre le lieu je dirais, une renaissance un peu du Centre d'art, mais vraiment orienté vers les images, le cinéma, les arts numériques,
Donc, c'est notre mandat premier au Festival des Perséides. Donc, et tout l'aspect médiation culturelle, c'est-à-dire que les jeunes, oui, viennent ce matin, mais là, il y a une rencontre, il y a une discussion, ils rencontrent les 2 artisans qui viennent présenter cette projection-là. Donc, ils peuvent poser des questions, ils peuvent, apprendre tout un environnement nouveau pour eux, là, comme expérience culturelle. Et c'est ça qu'on veut offrir. Et c'est sur grand écran, on est dans une salle de cinéma ancienne qui a un certain cachet. Donc, ça aussi, ça fait partie là, de l'expérience culturelle. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Alors, c'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les télévisions communautaires participantes et je vous dis à bientôt.